Bien. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cédric Bonnet, je suis de la société Randstad Digital. Alors, juste un petit mot sur Randstad Digital. Randstad Digital, c'est une société qui fait partie du groupe Randstad, que je pense que vous connaissez tous. Et Randstad Digital est la filiale de la tech du groupe Randstad. Donc je suis aujourd'hui accompagné de mes collègues et de notre partenaire Thales, ici présent. Alors aujourd'hui, on va parler d'un certain nombre de sujets, et notamment la protection de la donnée, les applications sur l'Identity Access Management, et notamment dans un contexte où l'IA aujourd'hui représente une menace assez importante et change pas mal la donne vis-à-vis de ce sujet. Alors attendez. Petit problème technique. Ah, voilà. Alors on va faire un tour de table. Donc comme moi je disais, je m'appelle Cédric Bonnet, je suis Executive Client Partner sur le secteur aérospace défense chez Randstad Digital, et je m'occupe notamment des activités Thales et du partenariat on a mis en place il y a quelques années avec Thales. Voilà, et on va voir ensemble comment ce partenariat peut créer et créer de la valeur dans ces environnements-là et sur les thèmes qu'on va aborder. Je passe la main peut-être. Je me présente très rapidement, Maxime Delplace, je suis le Practice Lead Cyber de Randstad Digital et RSSI SecOps pour le coup, donc vraiment très technique et plus dans l'opérationnel. Bonjour, Jonas Roblot. Je fais partie de l'équipe stratégie innovation chez Thales dans la division produits cybersécurité. Bonjour à tous, Bogar Granata. Donc moi je suis avant-vente au niveau de Thales pour tout le portfolio crypto, PQC et effectivement protection des données en général. Bien, alors déjà un mot sur un fait. Sur 70% aujourd'hui des attaques cyber concernent du vol de données sensibles. Et on le sait tous, les données, c'est l'ADN digital de nos entreprises, de nos clients. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, l'IA va changer beaucoup la donne. Et la question aujourd'hui n'est pas de savoir quand on va être attaqué, mais tout le monde est attaqué, tout le monde sera attaqué. Et une question importante, c'est de savoir comment on peut s'y préparer et comment on peut minimiser finalement les impacts lors de ces cyberattaques. Alors, lorsqu'on va voir nos clients, les clients nous remontent un certain nombre d'enjeux sur leurs problématiques cyber. Et la première d'entre elles, c'est notamment les menaces liées à l'IA. Donc ça, j'en ai déjà parlé. On a évidemment des menaces cyber liées à l'interconnexion des systèmes qui sont de plus en plus nombreux, systèmes de plus en plus connectés. On a aussi l'architecture de cloud hybride qui crée aussi un certain nombre de problématiques, d'enjeux. Et on voit aussi notamment avec des problématiques de souveraineté aujourd'hui où les architectures on-premise sont de plus en plus importantes. On a des réglementations sur la donnée, RGPD, NIS2, que on connaît tous. Et puis, un dernier sujet aussi qui revient chez nos clients, c'est le manque de talent en cybersécurité. Et c'est là où finalement, le partenariat qu'on a créé avec Thales ces dernières années est intéressant parce que Randstad Digital apporte le service, l'expertise, le consulting, la capacité à accéder à ces ressources autour de la cybersécurité. Et Thales, acteur mondial très connu, reconnu, apporte son expertise et son savoir-faire sur les produits de cybersécurité. Alors, voilà. Le partenariat, il s'articule de la façon suivante autour des trois gammes de produits que réalise Thales. Donc,
On le verra un peu plus dans le détail, mais il y a 3 familles de produits. Il y a tout ce qui concerne l'Identity, l'Access Management, tout ce qui concerne les produits autour de la DataSec, data sécurité, protection des données, et tout ce qui concerne également Application Security, donc protection des applications, protection des API. Comme je disais, Randstad Digital va fournir l'expertise, va être capable de pouvoir accompagner à partir du consulting, en passant sur le design de solutions, l'implémentation, le déploiement, également jusqu'à la vente de licences et des produits Thales, et intégrer ou pas d'ailleurs, pour répondre aux enjeux de nos clients, les produits de Thales. Voilà. Et donc avec la capacité qu'a Randstad Digital à pouvoir aller chercher les bons profils dans ce domaine de cybersécurité. Je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler de ce sujet plus en détail, et ensuite Thalès continuera sur la présentation des produits. Alors du coup, on va continuer sur l'anticipation par le risque. On ne va pas parler d'analyse de risque, méthode IBIOS, etc. Là, c'est vraiment anticiper les menaces qui émergent et anticiper la menace par le risque. Pour le coup, je vais vous proposer une méthode un peu alternative à la méthode IBIOS. On va reprendre un peu les basico-basiques. Je vais vous parler de moi déjà en premier lieu. J'ai commencé ma carrière, moi, pour le coup, dans l'assurance, où j'ai appris à maîtriser la gestion du risque. Il n'y a pas mieux que les assurances pour comprendre le risque. Ensuite, j'ai travaillé dans le renseignement. Donc, agent du renseignement, j'ai travaillé sur de l'OSINT et du forensic. OSINT, Open Source Intelligence, pour tout le monde. Forensic, investigation numérique. Donc, vraiment la police scientifique de la cyber, pour aller un peu dans le thème. Et puis après, j'ai été consultant chez plusieurs clients de la défense, clients telco, un petit peu de partout. Ces expériences-là, mis bout à bout et avec du recul, m'ont dit une chose, c'est qu'il n'y a pas que les outils, il n'y a pas que la maîtrise de la cybersécurité, il n'y a pas que le pentest, il y a vraiment l'anticipation, prévoir la menace avant même qu'elle arrive, prévoir sa détectabilité. Voilà. Je vais aller un peu plus loin après par la suite. Alors, anticiper le risque, c'est avoir une approche basée sur le risque. Ça, c'est sûr, de base. Actionnable, avec vraiment des décisions qui sont actionnables et menées à exécution vraiment jusqu'au bout. Et, ça veut aussi dire des décisions qui sont soutenables dans le temps, traçables. On n'est plus vraiment dans le détecter et réagir, on est plus dans identifier et anticiper vraiment la menace, là, pour le coup. C'est un peu ce que rappelle le NIST, l'ISO 27005. Là, c'est un petit clin d'œil à nos partenaires, pour le coup. J'ai repris une citation de Thalès. La chose la plus difficile au monde, c'est de se connaître soi-même, c'est de se connaître son exposition, connaître son risque et identifier les endroits où il y a le plus de leviers pour attaquer. Vraiment le chemin le plus court, le chemin le plus rentable. Un attaquant, de base, il ira toujours à l'endroit le plus simple. Il ne va pas aller se compliquer la vie. Si on prend un cambrioleur, si vous avez la porte d'entrée ouverte, il ne va pas casser la fenêtre de derrière. Pour partir du terrain jusqu'au risque d'entreprise, attendez, je reprends mes notes parce qu'on est quand même en fin de journée et je suis un peu fatigué. L'OSINT nous montre ce qui fuit, les identités, les secrets, les commits que vous allez avoir sur Git. Avec certaines techniques d'OSINT, on peut retrouver vos noms, vos prénoms, vos adresses mail, numéros de téléphone. Et on peut aller beaucoup plus loin. Je vais vous prendre un cas concret, mais vraiment très concret. Il y a des registres publics sur les sociétés qui s'appellent data.np.fr par exemple, qui est un registre gouvernemental. Au-dessus, si vous enregistrez, vous allez dans les documents associés, vous allez retrouver toute la vie d'une entreprise. C'est-à-dire sa création, ses bilans, etc. Et vous allez retrouver toutes les informations des dirigeants. Et on va prendre par exemple une SCI. Une SCI où vous allez mettre souvent toute votre famille à l'intérieur. Et dedans, vous allez avoir nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance,
vos comptes bancaires, vos IBAN, vos signatures. C'est ça qui est le plus intéressant. Il y a vraiment les signatures des personnes et les paraphes sur ces documents. Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec un IBAN et une signature. On a juste à la copier, on fait un crédit. Donc voilà, c'est vraiment prendre plus là, on va le prendre plus sur le contexte de l'entreprise. Mais vous avez des identités, profils, email, social graph, des guides, des docs, des métadonnées, les certificats, on peut les analyser. Hein. Des requêtes DNS, bon, toute la partie Shadow IT, les leaks, les Red Forums, tous ces sites qui sont saisis de jour en jour, mais il y en a toujours des nouveaux qui existent. Vous les transformez en risques concrets. Donc en gros, chacun dans vos sociétés, vous êtes une identité. Donc il faut transposer les risques de ces personnes-là, de chacun de vos employés en risques concrets. Donc tout ce qui est exposé, les secrets, les API, les expositions, vos expositions qui sont pas très connues ou des serveurs qu'on aurait laissés un peu à l'abandon, les API qui sont un peu trop verbeuses et des fois qui sont un peu trop ouvertes aussi. C'est d'ailleurs pour ça que TLS est là aujourd'hui, ils vont nous proposer des solutions par la suite. Et après on passe en action de remédiation, actionnable, etc. Donc sécurisation du pipeline CI/CD, réduction de l'exposition, mise en place de l'IAM, du CIM, d'un WAF, MFA, SSO, et des trainings ciblés pour le coup. Alors comment on mesure ça et comment on anticipe cette menace ? On calcule l'impact, à quel point ça fait mal. Donc rien qui change par rapport à la métadibios. La probabilité, pareil. On voit si c'est des vulnérabilités qui ont déjà été utilisées, grand public. On n'est pas sur de la 0D. Si on est sur de la 0D ou non. Et la détectabilité. Est-ce qu'on est capable de la détecter en temps réel ? Est-ce qu'on a les capteurs aux bons endroits ? Est-ce qu'on est capable d'anticiper cette menace, même si on ne la connaît pas ? Pour reprendre un exemple concret, on va prendre l'attaque au président. Là j'y vais vraiment à l'impro. Mais une attaque au président, vous avez un impact fort, une probabilité forte, la détectabilité très peu, parce que c'est une session légitime. Donc la menace, c'est un levier maximum exploitable facilement, clairement. D'ailleurs, cette méthode vient de l'ISO 27005 et de l'IBIOS, mais elle est aussi tirée de l'industrie. C'est une méthode qui est tirée des AMDEC, la sûreté opérationnelle. Alors, on part sur trois cas d'usage concrets. Sur l'identité, on a un attaquant qui utilise un deepfake vocal. Alors, actuellement, on a plus des attaques sur les RH. Ça va être les attaques ont un changement d'IBAN. L'attaque au changement d'IBAN, un faux employé envoie avec le vrai nom de l'employé un nouvel IBAN pour dire virez-moi le salaire sur ce nouveau compte. Ça marche très souvent, faut le savoir. S'il n'y a pas de mesures mises en place en avant, la première fois ça passe. On va mettre en place soit Thales One Welcome, qui est le CIM, soit Thales SafeNet, qui va être l'IAM plus la partie workforce pour la gestion des identités au niveau de la société. Et mettre en place de l'authentification adaptative. Le résultat, c'est qu'il n'y aura pas d'impact financier, le salaire ne sera pas viré sur un autre compte. Voilà, l'attaque a échoué. Sur la partie données, un employé va envoyer des données sur un chatbot avec du GenAI, type GPT, Gemini, etc. Là, on va utiliser du chiffrement, du HSM, CipherTrust, qui est une solution Thales où ils vont en expliquer un peu plus après. Et là, vous pouvez sécuriser votre donnée avant de l'envoyer. Et même envoyer, pour le coup. Et du coup, côté application, vous avez une application. Il y a des bots, les bots de scrapping, qui vont venir récupérer vos données sur les sites web. Et là, on va mettre Imperva WAP. Donc, c'est un WAF plus la protection des API, qui va filtrer 100% du trafic et bloquer tous les bots malveillants, etc. Clairement, avec Imperva, on a 99% des bots qui sont bloqués et les 1% restants, la contre-mesure est en cours de fabrication. Donc, ils sont toujours en train d'améliorer les contre-mesures. Je pars sur la gouvernance et la souveraineté, c'est plus un rétexte de notre part. Côté IA, ce qu'il faut faire, c'est clairement avoir des use cases qui sont anticipés, pris en compte dès le déploiement d'une IA au sein d'une société.
manager la donnée, journaliser et revoir les accès, mettre en place des policiers d'accès, etc. On a, pour le rétex, on voit de plus en plus, surtout avec les dernières tensions géopolitiques, tout ce qui se passe dans le monde, etc., la plupart des sociétés reviennent à des solutions souveraines. On va prendre le GDPR, RGPD, l'AI Act, et là, dernièrement, on a le Data Act. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Il est en application à partir de ce mois-ci. Ça va nous permettre d'avoir mieux la main sur nos données et en tout cas pouvoir changer de fournisseur cloud assez facilement. Il y aura plus de contraintes pour changer de fournisseur cloud. Donc voilà, on revient vraiment sur une souveraineté européenne et française avec des solutions européennes et françaises pour le coup. Je reviens vite fait sur la méthode. Du coup, on identifie, on cartographie et on comprend notre exposition. On évalue via notre méthode. On identifie tous les chemins avec les chemins d'attaque plausibles, tout ce qui peut être anticipé. Il faut imaginer et faire preuve d'imagination à chaque fois qu'on essaye d'imaginer des nouveaux scénarios de menaces. On agit, on ferme tous les leviers, tous les quick wins. On les ferme en premier lieu. On automatise un maximum, IAM, EDR, XDR, SOAR. On peut y aller au maximum si on a le budget. Et ensuite, on vient dans l'amélioration continue. Soit on fait des simulations, si on a les moyens de le faire aussi. Mais en tout cas, on fait des rétex. On améliore sa sécurité de jour en jour. Et la boucle est bouclée et on recommence. Du coup, j'ai parlé un petit peu d'anticipation de menaces, etc. Et je vais laisser la parole à Jonas qui va nous expliquer les menaces émergentes à l'ère de l'IA. Merci Maxime. Est-ce que je prends le... Tu passeras les slides? Ou je le prends? Ok, merci. Donc, on l'aura vu avec Randstad, donc les applications, la donnée, les identités sont au cœur de l'innovation à Thales. C'est sous cet angle qu'on va aborder la question des menaces émergentes à l'ère de l'IA. Donc, les applications définissent comment est utilisée l'IA et dans quel contexte. La donnée est la matière première pour entraîner les modèles, pour éventuellement affiner la réponse des modèles. Et l'identité va contrôler qui a accès ou quel process a accès et donc va participer à la compliance ou même à la personnalisation des réponses. L'IA est devenue une priorité stratégique à Thales depuis 2018. Donc concrètement, c'est 800 ingénieurs scientifiques qui sont soutenus par une centaine de doctorants. Il y a un accélérateur dédié à l'IA qui s'appelle Cortex Lab. Ce sont... pardon, je perds le fil. Et ce sont aussi des investissements importants. À Thales, ces dernières années, il y a eu OneWelcome qui est venu renforcer l'expertise en Customer Identity Management, ainsi que Imperva il y a à peu près 2 ans, qui vient renforcer l'expertise DataSec et AppSec. Donc comment ça se passe dans les autres organisations? L'IA est en marche dans une 60aine d'organisations qui ont été interrogées donc, dans le dernier Data Threat Report qui sort tous les ans, qui est publié tous les ans par Thales. 60% de ces organisations-là ont déjà passé une phase de déploiement autour de l'IA. Donc c'est la partie en bleu. On a donc juste à titre comparatif, l'adoption de l'IA se fait plus rapidement qu'Internet ou que les PC dans les organisations publiques et privées. Et comme Thales, une organisation sur 10 est dans une phase de transformation et même se réinvente grâce à l'IA. Donc le changement d'écosystème est le défi numéro 1 des équipes de sécurité. Il n'y a pas longtemps, quand je travaillais sur la 5G, le plus grand je dirais, changement, le plus grand défi, c'était la convergence de l'IT et de l'OT. Et ici, avec l'IA, on voit vraiment une ségrégation importante de l'environnement, de plus en plus de cloud, de plus en plus de services SaaS, des agents qui sont développés en interne, qui agissent, donc des agents IA qui vont agir en interne, mais également une ouverture des organisations vers des agents extérieurs.
en lien avec donc les autres défis qui sont bien sûr l'intégrité des données et la confiance. Donc c'est exacerbé par l'IA. Et également donc, pour la confidentialité et la compliance. Je discutais encore il y a quelques semaines avec un CISO qui me disait que l'un des défis numéro 1 de la compliance, c'est vraiment connaître son environnement, et tu en as parlé Maxime, bien connaître son environnement, savoir où sont ses données sensibles. Et c'est compliqué, mais avec l'IA, tout devient plus visible, tout devient plus accessible. Et donc, pour un attaquant, ça signifie finalement que l'environnement et les données sensibles sont plus exposées que jamais. Alors, les attaques progressent, alors principalement pour 2 raisons. La surface d'attaque augmente. On peut maintenant accéder à des données sensibles en essayant de manipuler des modèles. Peut-être avez-vous entendu des attaques par prompt injection qui viennent faire des prompts qui vont essayer de retirer des données auxquelles on n'a pas pensé que le modèle pouvait les donner. Et l'IA participe aussi à la cybercriminalité. Alors pensez au deepfake, pensez par exemple à tout ce qui est attaque bot. Alors on entend aussi maintenant parler de vibe hacking en référence au vibe coding. Donc le vibe hacking où l'IA va assister les hackers et avec quelques euros maintenant on peut acheter sur internet des attaques qui vont pouvoir être déployées contre une organisation. Donc au travers des discussions qu'on a pu avoir avec les clients, avec des partenaires comme Randstad, on a 2 raisons principales pourquoi les organisations se transforment ou pourquoi elles adoptent l'IA. La première, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur, améliorer nos interactions avec les clients, avec les employés, par exemple un service RH qui est AI-powered, ou avec les citoyens. Pensez par exemple à des processus liés à, par exemple, pour avoir son permis de conduire ou ce genre de choses. Et aussi l'automatisation des process, en particulier les process répétitifs qui vont optimiser les performances et l'efficacité de ces process-là. Donc un exemple, par exemple, pour une IA conversationnelle qui me vient, c'est alors Thales vend des solutions et donc il y a nécessairement un support client. Imaginons qu'un des clients a un souci avec un key manager, c'est très rare, mais ça arrive. Ce client va devoir créer un case, il va devoir, le support client va sûrement lui demander des logs, puis il va analyser les logs, puis il va peut-être lui demander d'autres logs. Enfin, il va regarder s'il y a des cases similaires qui sont connus dans les customer release, il va regarder si il existe peut-être des patchs qui sont existants. Ces process-là peuvent être vraiment, avec les technologies actuelles, facilités et accélérés avec l'IA. Et en termes d'automatisation de process, on peut penser à des commerciaux de Thales qui vont avoir des assistants IA. Alors ça va être un commercial qui lit un article, disons sur un opérateur en Corée du Sud qui s'est fait hacker, et ça aurait pu être évité s'il y avait une meilleure gestion des clés, des cartes SIM, des abonnés. Et il pourrait, par exemple, utiliser cet assistant IA et en quelques prompts, l'assistant qui serait donc connecté à un CRM de l'entreprise, à sa boîte mail, à son agenda, pourrait lister les différents opérateurs qui existent dans le CRM, consulter l'agenda du commercial, envoyer des emails pour faire des prises de rendez-vous, et si les rendez-vous sont confirmés, créer un nouvel événement dans l'agenda pour avoir le rendez-vous. Donc si on reprend l'exemple d'un customer support, le premier réflexe, si on veut faire un nouveau déploiement, c'est de s'intéresser aux menaces, ou en tout cas aux vulnérabilités possibles d'un tel service. Et donc, en général, on va regarder des security frameworks qui existent. Donc en voilà un, le top 10 OWASP pour les LLM et GenAI. Et on a identifié 2 catégories de menaces. Il y a des menaces qui sont plutôt liées
à la programmation. Donc ça va être comment je gère mes outputs, quels sont les droits d'accès que j'ai définis, ou éventuellement comment mon programme va utiliser les ressources de calcul. Et la seconde catégorie va nécessiter des solutions spécifiques pour protéger mes données, pour protéger mes droits d'accès, ou pour protéger le modèle lui-même que je vais utiliser. Et donc pour vous en parler, je vais laisser la main à Bogart qui va être un peu plus spécifique. Merci. Merci Jonas. Petit démo effect, non? Parfait. Donc ici, vous avez effectivement l'architecture typique qu'on va retrouver en entreprise. Je précise parce que on parle de LLM, on parle de beaucoup d'éléments autour de l'IA, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Ça se présente en fait un petit peu comme ça. Vous avez deux zones fonctionnelles. Vous avez une partie enterprise et une partie qui est au niveau du LLM pur. Donc comment ça s'actionne? On l'a tous fait, je pense que toutes les personnes présentes dans cette pièce ont utilisé à un moment un prompt sur un GPT, un Claude ou ce que vous voulez. Donc il y a forcément une relation utilisateur-application. Cette application, donc AI application, est elle-même connectée donc à un LLM. Donc déjà, il peut y avoir un premier rapport. Ce premier rapport, c'est l'AI application, comme le citait Jonas par exemple pour un chatbot, etc. Comment ça se concrétise? On a donc un agent, un chatbot, une application qui va relayer des requêtes entre le LLM et l'utilisateur pour lui donner la fameuse réponse. Ça ne s'arrête pas là. Je ne vais pas parler tout de suite du vecteur d'attaque et de sécurité, mais effectivement, là, il y a déjà un premier point. On va avoir également la partie MCP. Donc le MCP, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement l'orchestrateur. Comment je vais arriver à déployer justement la data réponse avec mon AI application, la scalabilité, enfin toute cette orchestration, ça amène aussi un premier risque, un second risque. On a le vecteur DB, donc ce qu'on appelle le RAG, qui est en fait un enrichissement, qui est là quand vous allez, comment donner un exemple? Quand vous allez prompter quelque chose, la réponse qui vous est donnée, il n'y a rien de magique. On va venir, enfin du coup le RAG va venir enrichir une réponse pour vous donner la réponse à votre question la plus précise. Donc ça aussi, on est sur un niveau de données qui est déjà très affiné et du coup qui représente un risque très important pour l'entreprise. Et enfin, l'élément central qui est le private data, où là justement vous avez, je vais généraliser, mais vous avez toute votre propriété intellectuelle de votre entreprise. Je vais donner un exemple que tu m'avais donné, Jonas, que j'aime beaucoup. Je suis un utilisateur, je souhaite savoir le salaire de mon patron. Ces inputs-là sont dans le private data. Les HR sont censés savoir donner cette réponse. Moi, je suis un utilisateur lambda, je suis censé ne pas avoir cette réponse. Tout ce processus-là, avec les solutions que je vais mettre en place, vont, en fonction de mon degré d'accès, en fonction des protections qui ont été mises en place, avoir une réponse ou non. Et c'est là, en fait, où Thales va venir répondre à ces différentes protections avec des produits adaptés qui vont être, par exemple, pour les AI applications, un produit spécifique, une notion de chiffrement, une tokenisation pour la donnée privée, etc., private data, etc. Ensuite, il y a la donnée de droite. Vous n'êtes pas sans savoir que pour déployer de l'IA, il faut des fortunes pour entraîner les modèles, etc. Je ne vais pas refaire la genèse, mais on est tous au courant des grands principes, en tout cas des publics AI qui sont proposés aujourd'hui. Donc, il y a déjà un pré-entraînement qui existe. Ça ne veut pas dire que quand je fais passer ma donnée dans mon pré-entraînement, que celle-ci, j'ai un leakage au niveau de ma donnée. Mais j'ai besoin de celle-ci pour aller plus vite, pour être plus rapide, ou en tout cas pour avoir une réponse dans un temps admissible. Et ça, c'est pareil, ça se protège aussi. Et enfin, j'ai le training data qui est le support au pre-train LLM. Donc tous ces éléments font la coexistence d'une infrastructure AI. Et ici, évidemment, je parle d'une infrastructure qui serait déployée en entreprise. Je n'ai pas volé le schéma d'OpenAI. Donc comment on répond nous derrière? On répond tout simplement avec des solutions qui, comme on l'a dit, existent déjà depuis de nombreuses années dans notre portfolio. Encore une fois, je vais parler de la zone la plus critique, donc sur le private data. Private data, ça veut dire quoi derrière? Ou même le RAG, le raffineur, sont des
base de données derrière. Donc une base de données, on va être censé mettre une protection de chiffrement, mettre peut-être des accès spécifiques, etc. Et comme l'a dit Maxime, liens produits, ce sont des produits qui existent chez nous, comme le HSM, comme le KMS, qui vont permettre justement d'avoir une traçabilité au niveau des clés et de faire le suivi des protections en place sur la protection de données, sur le chiffrement, qu'est-ce qui est chiffré, qu'est-ce qui n'est pas chiffré. Il y a aussi un autre élément, mais je ne vais pas faire tout le portfolio, ce n'est pas le but, mais pour la recherche en fait. Qu'est-ce qui existe dans mon SI? Quelles sont les données? Où est-ce qu'elles se trouvent? La donnée, le private data représente quoi? J'ai 10 bases, 100 bases, 1000 bases. Peut-être que dans les 1000 bases, il n'y a qu'une table qui est critique chez moi, mais ça, je ne le sais pas. Donc j'ai besoin d'outils aussi pour aller trouver ça. Donc l'idée, c'est d'avoir du chiffrement adapté. Par exemple, pour les AI applications, alors il n'y a pas de notion de chiffrement ici, mais on va déployer justement une protection au niveau de l'API, parce qu'encore une fois, les relations qu'on va avoir entre le pre-train ou le MCP server, ce sont des requêtes. Très simplement, en général, c'est de l'API REST. On va utiliser des SDK, etc., mais ça reste quand même très, très standardisé. Donc, on va protéger ça avec du WAF, on va protéger ça avec de l'API Protection, et aussi des relations entre AI Application et Pre-Train. Et enfin, une chose importante, je l'ai dit, sur la notion d'utilisateur. Les utilisateurs ont besoin d'avoir un accès spécifique. Encore une fois, si je suis un utilisateur random, je ne suis pas le HR, je ne suis pas le VP. Et du coup, ça amène à avoir de l'Identity Access Management en plus. Et donc cette coexistence de tous les produits, je ne dirais pas qu'on arrive sur un zéro trust, mais c'est un peu le but qu'on essaie de poser. C'est-à-dire de la protection périmétrique sur chaque zone fonctionnelle, qu'elle soit côté Enterprise ou côté LLM. Et je redonne la main à Jonas. Merci Bogart. Je voulais profiter de la session pour vous partager aussi un petit peu les grands axes de l'innovation sur la partie cyber de Thales. Donc, comme on l'a vu avec Bogart, l'adoption de l'IA nécessite des évolutions dans la sécurité périmétrique de vos applications. En particulier, les modèles ont leur propre guardrail. Et donc ceux-ci permettent de lutter contre justement la manipulation des modèles, avoir des réponses qui sont inappropriées, ou alors avoir des réponses qui font fuiter des données qui peuvent être des données de type sensible ou de la propriété intellectuelle. Et c'est important en tant qu'entreprise, quand on développe ses propres applications, d'avoir la main sur ces guardrails et donc avoir la capacité de poser son propre firewall, qu'on appelle un AI firewall, donc dédié pour finalement filtrer tout ce qui rentre et tout ce qui sort de mon application AI, qui est donc alimentée avec les données de l'entreprise, la partie augmentée RAG, qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, et la partie donc qui est aussi raffiné par le modèle. Le RAG lui-même, donc on va venir charger des données de propriété intellectuelle, des données aussi de bases de données traditionnelles, ça peut être des données des employés, des données des clients. Il a besoin d'être protégé lui aussi. On a parfois besoin de chiffrer ou de cacher des données comme des noms, des adresses, etc. Donc on va devoir quelque part aussi le protéger quand il est at rest, de pouvoir protéger ces données quand elles ne sont pas en utilisation par l'application. Et finalement, vous l'avez vu, dans un schéma de GenAI, on a beaucoup de flux. On a des flux rentrants, des flux sortants. Donc on va devoir quelque part capter ces flux-là, ce trafic. On va devoir éventuellement identifier, on the fly, on va devoir identifier des données sensibles, ce qu'on appelle des infotypes, donc encore une fois des noms, des adresses, des numéros de plaques d'immatriculation et autres. Et on va devoir, en tout cas c'est mieux de pouvoir à différents niveaux de flux, que ce soit les MCP, donc tout ce qui est lié aux outils externes, que ce soit le RAG, que ce soit vers les modèles. On peut utiliser des modèles publics vers l'extérieur, donc c'est important de pouvoir contrôler ces flux, les maîtriser et protéger les données sensibles. Et finalement, toute la partie accès, avoir une chaîne d'accès qui est
de bout en bout entre l'utilisateur qui va se connecter à l'application et les différents droits d'accès qui vont suivre les requêtes. C'est aussi des parties importantes dans la mise en place de services qui utilisent GenAI. Le second sujet, donc plutôt lié à l'Agentic AI, ou la partie automatisation, c'est-à-dire la prise de décision à la fois par l'agent et les opérations qui sont faites derrière par les agents. Ça pose des nouveaux défis aux organisations. Et l'un des grands axes d'innovation, c'est la partie identité. En particulier, être capable d'identifier un agent et être dans un environnement, avant de l'introduire dans un environnement, être capable de aussi attester que c'est bien l'agent que j'avais prévu de positionner ou de laisser agir dans mon environnement, les rendre identifiables, enfin en tout cas être capable de découvrir des agents qui opèrent dans mon environnement. Et finalement, la partie de délégation, alors consent delegation, donc c'est vraiment lorsque je donne des droits d'accès à mon agent, donc il va opérer en mon nom, et éventuellement d'autres agents qui vont, donc il y aura une chaîne de délégation. Donc c'est vraiment la partie non-répudiation. Si je donnais simplement des credentials à mon agent, il utiliserait un identifiant, un mot de passe, pour se connecter à un service. Tout ce que je peux dire, c'est que quelque chose ou quelqu'un s'est connecté à ce service-là. Mais ce sera difficile pour moi de prouver, finalement, que c'était bien cet agent-là qui a accédé à ce service-là. Donc la notion d'identité est donc d'attacher quelque part un moyen de non-répudiation à des programmes et un défi dans les environnements Agentic AI. Et enfin, toute la partie, bien sûr, de contrôle des droits d'accès et tout ce qui est monitoring, être capable d'observer les comportements, éventuellement d'identifier des comportements qui sont comment dire, malveillants. Donc, la division cyber utilise également de l'IA depuis un certain temps dans ses produits. L'IA, en particulier les techniques de machine learning, nous aident à mieux analyser les données, en particulier les données sensibles, à mieux détecter des intrusions, à détecter des attaques. Ça peut être des malwares qui vont venir, par exemple, prendre le contrôle de vos serveurs, chiffrer les données, être capable de les identifier suffisamment rapidement, et toute la partie remédiation, être capable en cas d'attaque de prioriser les actions de remédiation. Merci Jonas. Alors, pour terminer, une slide qui présente comment Randstad Digital, Thales, peut vous accompagner sur ces problématiques de la cyber. Ce sujet en particulier autour de l'IA, mais pas que celui-là, par un modèle d'engagement agile, à la fois par de l'expertise ponctuelle, ou alors par des projets à engagement de résultats, en ajoutant du consulting, de l'intégration de ces produits en fonction des enjeux cyber que nos clients rencontrent. Je vais vous inviter maintenant à poser vos questions, et pour ceux qui n'auront pas la possibilité de poser les questions, merci, de nous rejoindre pour partager vos problématiques sur notre stand un peu plus loin dans le couloir. Voilà, merci à tous. Des questions ? Et on est aussi content et curieux d'échanger avec vous autour de vos projets IA. Si au sein de vos organisations, au sein de vos équipes de travail, il y a ces sujets-là qui sont abordés, c'est des choses où on sera content de parler avec vous. Je ne sais pas s'il y a un micro qui... Allez.
Bonjour à tous, merci pour votre conférence. Ma question, je voulais savoir, donc vous parlez a priori des outils qui sont plutôt installés on-premise. Est-ce que vous avez des outils qui pourraient s'adapter à des solutions existantes en mode cloud, justement? Alors c'est une complexité, hein, évidemment, parce que le schéma que j'ai présenté, par exemple, on parle d'une une IA qui serait effectivement déployée on-premise, enfin vraiment pour la souveraineté de l'entreprise. Pour ce qui est du coup des IA publiques, en tout cas où les utilisateurs pourraient interagir, c'est un autre domaine et on y travaille. On y travaille. Mais pour l'instant, concrètement, on n'a pas de solution sur étagère. Une autre question? Ok. Si. Merci. Au début de la conférence, vous nous avez parlé des attaques au RH. C'est des attaques du coup qui sont réalisées envers les employés. Quels sont les recours de l'entreprise pour récupérer ces erreurs via ces attaques, vu que finalement ça reste des cyberattaques, mais c'est des virements volontaires de la part des entreprises. Du coup, au niveau des assurances et des banques, c'est difficilement récupérable, j'imagine. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur des études de cas peut-être que vous avez eues? J'ai eu plusieurs cas concrets. Je m'entends parler. Hop. J'ai eu plusieurs cas concrets dans ma carrière. J'ai vu plusieurs attaques au RH et plusieurs attaques au président. Alors non, c'est une perte sèche. Il n'y a aucun moyen de récupérer cet argent, mis à part si c'est des très gros virements. Et là, ça partira sur des entités qui vont être comme Tracfin, etc. Mais sur des petits virements d'un salaire, etc., c'est de la perte sèche. Il n'y a aucun moyen de récupérer. C'est pour ça qu'il faut anticiper la menace. C'était le but de parler de l'anticipation des risques. C'est qu'il faut réfléchir en avance de phase. Des attaques par deepfake, par exemple, on ne les voit pas encore. Mais si on n'y réfléchit pas, on va prendre la première. Et on aura encore une perte sèche. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenant être dans l'anticipation complète, avoir beaucoup d'imagination. Je vous parlais de l'osine tout à l'heure. C'est pas anodin. C'est qu'une fois agrégé toutes les données, on arrive à avoir de la donnée stratégique. Et vous mettez par exemple des dates de naissance, les prénoms de votre fille, etc. dans une IA. Vous faites générer un dictionnaire. Vous pouvez générer un dictionnaire de mots de passe complet qui ne sera pas RAW, mais au moins il sera spécialisé sur votre cible, sur votre victime pour le coup. Et là, il faut penser comme un pentester, comme un attaquant. Et vous pouvez faire très très mal en un minimum de temps. Voilà. Et du coup, pour pallier à ça, je me permets une deuxième question. Pour pallier à ça, au niveau des choix des mots de passe des entreprises, vous pourrez conseiller des gestionnaires de mots de passe, mais là aussi, il y a aussi des risques de boîte de Pandore pour ces entreprises qui sont aussi des cibles pour les cyberattaquants. Et du coup, quelles sont les solutions que vous proposez à Thales pour pallier à ce genre de problématique? Si la question est claire. Alors là, ce sera majoritairement du MFA, mais si Thales veut répondre, je laisse faire. C'est de se passer du mot de passe, pour le coup. Et pas partir sur de l'authentification. Je vais laisser Thales répondre. Si vous avez la réponse. Oui, alors effectivement, il y a toute la partie renforcer l'authentification. Ça peut être protéger la donnée à différents niveaux, par du chiffrement, par les accès, tout ce qui peut effectivement aussi surveiller le trafic entrant, sortant, tout ce qui peut effectivement barrer ou bloquer les chemins d'accès. Si je reprends votre exemple sur effectivement un provider de gestionnaire de mots de passe, alors on ne va pas refaire toute l'architecture, mais on est bien d'accord que les secrets et les clés master de ce type d'éditeur ne sont pas dans un fichier de texte sécurisé avec un mot de passe et c'est tout. Ils sont sécurisés dans des éléments bien précis, des éléments dont Thales est market leader depuis des années, qu'on appelle entre autres, il y en a plein, mais la gamme qu'on vend au cas aujourd'hui c'est du HSM, d'accord ?
Donc l'idée, c'est d'avoir une boîte, tout le monde a vu dans les films sur l'arme, avec les deux personnes qui tournent leur clé en même moment pour déclencher quelque chose. Le HSM, c'est ça, en gros. Et évidemment, pour pas en lister 40, mais vous prenez les Keepers, l'Aspas et autres, Logself, ont ce type de solution pour sécuriser vos secrets. Parce que ça ne veut pas dire que parce que le service tombe, ça a leaké. On peut accepter que le SLA, ça tombe pendant 30 minutes. Par contre, vous n'accepterez pas que vos données partent et que vos mots de passe soient leakés. Et pour protéger cela, justement, il y a ce type de solution. Et là, pour le coup, Thales est très expert sur ce type de solution. Voilà, ça répond à votre question? Je voulais juste revenir rapidement sur la question des déploiements dans le cloud. Donc, ce qu'on voit comme tendance dans les entreprises, c'est effectivement, donc il y avait ces dernières années, il y avait beaucoup de cloud adoption. Comment je fais pour envoyer mes workloads dans le cloud, en particulier les workloads sensibles. Et on voit depuis l'IA un rapatriement finalement des applications IA, de GenAI et autres en interne pour limiter quelque part les risques. Mais finalement, ce qu'on fait en interne, on peut également le faire en externe. Quand on utilise du SaaS, il est toujours possible d'amener des solutions de contrôle externe. Il est toujours possible de garder une certaine maîtrise de son environnement. Ça va venir par exemple avec des key managers externes. Donc on peut par exemple utiliser dans beaucoup d'environnements SaaS que vous utilisez, Salesforce et autres clouds, Azure, etc. Ils ont leur propre module de chiffrement, mais ils permettent finalement d'être en maîtrise du dernier lien qui vous permet d'accéder à vos données, qui est la clé de chiffrement, et celle-ci peut être gérée en externe. Ensuite, ça va être la manière dont on va faire le déploiement. Est-ce que ça va être du SaaS ou est-ce que finalement on peut utiliser l'infrastructure cloud et faire ses propres déploiements de machines virtuelles ou autres. Et là, bien sûr, on aura plus quelque part, on est en mesure d'amener des contrôles, c'est-à-dire d'amener ses propres solutions, même sur une infrastructure ou en tout cas de l'hardware qui ne nous appartient pas. Et plus quelque part, on va être en capacité de mettre des mesures un petit peu qu'on a proposées, qui sont mettre son propre firewall, mettre son propre identity provider, mettre son propre secret manager, puisque là, dans des environnements, on a beaucoup de programmes qui échangent de l'information ensemble, qui s'authentifient, qui utilisent des clés d'API et autres. Et donc, on va pouvoir quelque part être en maîtrise de ces éléments de sécurité-là, plutôt que de les déléguer justement à nos cloud providers ou à nos SaaS. Je crois qu'on a écoulé le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions rapidement ou pas? C'est bon pour tout le monde? Merci à tous.